Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ne fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Tu sais que c'est réel quand on parle de nos vies, quand on raconte les joies, les peines qui s'affrontent dans nos villes. Tu sais que c'est réel. Elle m'a dit d'aller sniffer là-haut sur la colline. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais auparavant nous sommes quand même en guerre électorale, aujourd'hui, le 9 juin, élection européenne. Et nous avons invité François Asselineau. François Asselineau, c'est Frexit, c'est l'homme du Frexit, il n'est pas le seul, loin de là, mais il se présente sous cette étiquette d'abord. François Asselineau, qui est très suivi, qui a des followers, c'est vraiment des gens très dédiés à lui. Alors, quelles sont ses idées? Et puis en même temps, des scores qui, pour le moment, ne lui promettent pas un avenir radieux pour sa place et ainsi que ses partisans dans la liste des européennes. Mais nous allons parler surtout de ce que c'est que l'Europe et sa vision de l'Europe. C'est quoi? Et nous, on invite tout le monde à Sud Radio et dans mon émission, tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie des chiffres pour nous, mais nous sommes tenus de respecter, comme vous le savez, comme tout le monde, comme tous les médias, les temps de passage électoraux. C'est une question de temps de parole qui a été suscitée, faite, réglementée par l'ARCOM. Donc nous allons parler de ça, et puis nous allons parler aussi encore de l'Europe et de députés européens, avec cette enquête absolument spectaculaire du journal Le Monde sur les conflits d'intérêts. Nous allons en parler avec la députée européenne Virginie Geron. C'est vrai que, d'après ce qu'on sait, les députés européens gagnent bien leur vie, plutôt très bien, mais en même temps, ils ont envie de travailler en plus, travailler plus pour gagner plus. Donc, à quel niveau? Et puis, on va parler de cet étonnant, ce matin sur France Inter, dialogue entre Marion Maréchal et la journaliste de France Inter, Sonia De Villers. C'était pas piqué des hannetons, là, vraiment, on atteint quelquefois des sommets, mais c'est intéressant. Et puis, surtout, en seconde partie, nous allons recevoir Marc Fromager, qui est auteur d'un livre sur les chrétiens d'Orient, un nouveau livre sur les chrétiens d'Orient entre Ukraine et Gaza. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, du conflit Israël-Palestinien, l'islam, le judaïsme. Mais que deviennent les chrétiens d'Orient? Quel est leur sort? On va en parler longuement avec Marc Fromager. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. François Asselineau, il l'a démontré depuis déjà une quinzaine d'années, il sait être dans tous ses états. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas ou qu'on le démonétise, François Asselineau est là. Il a énormément de personnes qui le suivent et de ce point de vue-là, je trouve que c'est la moindre des choses, ici à Sud Radio et dans mon émission, de le recevoir pour parler évidemment de quoi? De ces élections, pas spécialement de ces élections, mais de ce que nous donne comme miroir ce 9 juin prochain où vous allez voter, ou pas, effectivement, c'est votre choix, sur les candidats français aux élections européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle tout de suite avec François Asselineau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je suis le mal aimé. Alors c'est intéressant parce que vous êtes bien aimé par un certain nombre, des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent et qui d'ailleurs me disent de temps en temps quand est-ce que vous recevez François Asselineau. Et puis effectivement, du point de vue des sondages, etc., on dit oui mais François Asselineau il faut lui donner quelques minutes parce que voilà, il va faire 0,1, etc. Mais sortons de cela. Et François Asselineau, en fait, première question que je voudrais vous poser, c'est ceci. Vous êtes pour le Frexit, ça fait 15 ans que vous défendez le Frexit, que vous l'avez théorisé, enfin, avant vous, soyons clairs, il y a eu Philippe Séguin, puis il y a eu le général de Gaulle, et puis beaucoup d'autres, mais enfin, dans ces temps-là, vous avez vraiment beaucoup, documents à l'appui, parlé de la nécessité du Frexit. Mais alors, on pourrait vous dire, pourquoi vous présentez
aux élections européennes, dans la mesure où est-ce que ça n'aurait pas été plus fort de dire, écoutez, ce Parlement européen, cette Union européenne, elle est bidon, pour être schématique, et moi je préconise le vote blanc, parce que vous savez très bien que, en tout cas je parle au niveau européen, des plus de 577 députés, vous avez peu de chances d'avoir des frexiteurs en majorité. Alors, merci d'abord de me recevoir, André Berkoff. Je suis sensible à votre souci démocratique. Deuxièmement, un parti politique est fait pour se présenter aux élections. Lorsque Jean-Guy Talamone, qui est un indépendantiste corse, se présente aux élections régionales en Corse, personne ne trouve à redire. D'ailleurs, il a été élu, il a dirigé la collectivité de Corse. Donc, il est normal qu'on se présente pour faire valoir justement nos analyses. Et c'est très important qu'on soit présent, parce que si on ne vote pas, ou un vote blanc, ou un vote nul, en fait, ça sera interprété, ça sera passé sous silence par les médias. Emmanuel Macron a laissé entendre que c'était quasiment cette fois-ci un référendum sur l'Union européenne. Donc, c'est le moment d'en profiter. C'est un référendum. Et c'est un référendum pour vous. Moi, je pense que si vous avez évoqué les sondages. Vous savez, ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas été présent à des élections. On avait fait 1,2% en 2019 aux élections européennes. Là, nous avons bon espoir au moins de dépasser les 3% qui nous permettraient d'être remboursés. Et nous avons bon espoir de dépasser les 5%, parce que sur le terrain, je vois quand même un formidable engouement. J'ai fait des dizaines de réunions publiques sur le terrain et les salles sont pleines. Nous, c'est l'occasion pour nous. De toute façon, les gens qui voteront pour la liste Asselineau-Frexit n'obtiendront pas, on ne pourra pas faire le Frexit. Pas plus d'ailleurs que ceux qui proposent une Europe écologiste, une Europe des nations, une Europe sociale, etc. Puisqu'en fait, les députés européens ont peu de pouvoir. Je dis pas qu'ils n'en ont pas, mais c'est quand même, ils en ont très peu. Ils en ont très peu. En revanche, c'est une formidable tribune pour parler. C'est exactement ce qu'avait fait le Britannique Nigel Farage quand il avait créé le UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Il avait réussi à avoir des députés, il avait européen, il avait transformé ça en tribune, et petit à petit, il avait fait rentrer dans des esprits, notamment des Britanniques, la possibilité de sortir de l'Union européenne. Ce fut le Brexit. Et notez bien d'ailleurs que Nigel Farage, ça s'est pas fait en 3 jours, ni en 3 ans. Il a mis, entre le moment où il a créé son parti politique et le moment où il y a eu le référendum sur le Brexit, il s'est passé au moins 25 ans. Et puis les négociations entre le moment où la Grande-Bretagne a voté Brexit et au moment où ça s'est passé, ça a été 3 ans aussi. Absolument. Donc ça veut dire que, parce qu'il y a des gens qui disent, regardez, vous faites des petits scores, mais en 2014 on avait fait 0,4, en 2019 on a fait 1,2. Je pense que là, ça va être le moment de notre décollage. J'espère qu'on va dépasser les 5. Et si on a des eurodéputés, ça va déménager. On va renverser la table, si vous voulez. On va pas faire du Bardella, c'est-à-dire être absent. Nous, on sera présent et on fera de la véritable opposition. Oui, et on dénoncera notamment des engrenages fatals comme celui qui nous entraîne à la guerre contre la Russie. Mais on va en parler de cela, François Asselineau. Bon, mais peut-être c'est pas à supposer que vous ayez député. Je vous le souhaite, évidemment. On peut souhaiter ça. Enfin, c'est pas avec 4-5 députés vous allez changer la donne. Surtout que, et je voudrais qu'on parle du fond maintenant, parce que quand vous dites et que vous avez fait le Frexit, est-ce que aujourd'hui, très sincèrement, avec la Cour de justice de l'Union européenne, avec l'état de droit européen, est-ce qu'on n'est pas, franchement, aujourd'hui, enserré comme Gulliver avec Lilliput, avec toute une série de règlements, je ne parle pas des lois, je ne parle pas de tout cela, qui fait que c'est extrêmement difficile, avec le Conseil européen qui ne dépend pas du Parlement européen du tout, avec Ursula von der Leyen et ce qu'elle fait, elle, avec son comité, on l'a vu dans les vaccins, etc. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, François, si nous ça comprend, on dit, bon, allez voter, tous nous disent ça, allez voter, mais qu'est-ce que ça va changer? Je ne parle pas du point de vue de l'élection. Et est-ce que le Parlement, l'Europe en tant qu'Union européenne, en tant que ces structures créées, comme vous le savez déjà depuis par Schuman, Monnet et compagnie, ça a commencé à ce moment-là. Ça n'a pas commencé avec Maastricht. Ça a commencé bien plus tôt, d'être enserré complètement et pratiquement paralysé. Alors, vous avez parfaitement raison. Moi, j'explique que tous les 5 ans, on a ces élections qui sont un peu un sketch, parce que vous voyez
voyez des responsables qui vous proposent chacun leur projet d'autre Europe, et je le disais à l'instant, en fait, ils n'ont pas le pouvoir de le faire, parce que changer d'Europe, j'ai vu que c'est le slogan, par exemple, de monsieur Larouturou, mais ils proposent tous de changer l'Europe. Changer l'Europe, ça veut dire changer les traités européens. Et pour changer les traités européens, il faut la signature de 27 gouvernements qui sont d'accord sur un nouveau traité à la virgule près, plus ensuite 27 ratifications de 27 parlements nationaux ou de référendums nationaux. On l'avait vu par exemple au moment du traité constitutionnel européen, le gouvernement français avait signé le traité en fin 2004, les Français ont dit non par le référendum de 2005. 27 plus 27 égale 54 institutions. C'est devenu impossible à modifier, et en plus notez bien qu'à aucun moment les eurodéputés n'interviennent. Donc moi ce que nous disons nous, c'est que nous ne pourrons pas plus que les autres changer l'Europe. On ne pourra pas imposer un Frexit. Mais ce que l'on pourra faire, et ne sous-estimez pas l'impact que ça aurait si on avait 5, 6 députés. À partir de 5%, on a 5 députés. S'il y avait 5, 6, 7 députés français au Parlement européen qui mettaient sur la table, qui imposaient le débat sur le Frexit. Parce que aujourd'hui, je vous remercie infiniment encore une fois de me recevoir, mais vous savez, vous êtes quasiment le seul. Nous sommes complètement blacklistés par les grands médias, les pires étant les médias publics d'ailleurs, parce que, en fait, c'est comme si on ne voulait pas que le débat ait lieu en France sur la sortie de l'Union européenne. La meilleure preuve, ce sont ces débats à répétition que l'on voit, avec toujours les 8 mêmes têtes de liste de M. Bardella à Mme Aubry. Ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et ils ont beau dire qu'ils vont changer ci, qu'ils vont changer ça, ils ne le pourront pas. Nous, ce que nous voulons, c'est imposer le débat. Alors justement, puisque vous avez effectivement le micro, François Asselineau, mais une question. Vous dites, oui, on est blacklisté par les médias et par une certaine partie des médias, une grande partie. D'accord. Mais est-ce que vous êtes quand même là depuis 15 ans? UPR existe depuis 15 ans. 17 ans, voilà, 17 ans, très bien. Et comment vous expliquez, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs qui existent depuis ce temps-là, mais comment vous expliquez que, étant vos conférences sur Internet, vous êtes très 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 organisés, comment vous expliquez que justement vous êtes à ces scores-là? Et j'explique juste. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Parti Socialiste. Vous savez que le Parti Socialiste, dans tous les médias, il n'y a pas de problème, etc. Vous avez vu quand même la débandade qui se sont pris aux dernières présidentielles, législatives et autres. Vous avez vu à quel score est aujourd'hui le Parti Socialiste, qui pourtant a tous les médias. Donc, est-ce que vraiment il y a une corrélation entre votre présence médiatique et vos faibles scores? Alors, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde sait qu'il y a une corrélation entre l'argent mis dans une campagne, la présence médiatique et les scores. Cela étant, c'est une corrélation qui n'est pas parfaite. Et par ailleurs, il y a des évolutions en cours, c'est-à-dire que les médias mainstream ont de moins en moins de pouvoir. Ils en ont encore beaucoup, mais ils en ont de moins en moins parce que se développe l'information sur les réseaux sociaux. J'ai vu que Madame Rachida Dati se plaignait hier que 62% des Français, paraît-il, préfèrent aller s'informer sur les réseaux sociaux plutôt que sur les grands médias. Elle devrait quand même se poser des questions. Par ailleurs, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nigel Farage, il a mis 27 ans, 25 ans pour parvenir au Brexit, et il a commencé à décoller au bout de 15 ou 16 ans. C'est justement la durée qui nous sépare de la création de l'UPR. Il y a une durée propre aux idées, si vous voulez. Créer un parti nouveau avec une idée qui est révolutionnaire, en fait, sortir de l'Union européenne, ça ne va pas de soi. Il faut que les gens s'acclimatent. Et il y a quelque chose que je note dans les réunions publiques ou dans nos adhésions qui sont actuellement en croissance exponentielle, c'est qu'il y a un profond changement sociologique de la population française depuis quelques années. Avant, on avait essentiellement des jeunes qui nous avaient découvert sur Internet. Depuis 3-4 ans, on a de plus en plus de personnes âgées qui adhèrent. Et pour une raison qui me paraît très, très prometteuse pour l'avenir, jusqu'à il y a quelques années, quand je développais des analyses hostiles et contraires à l'Union européenne, des gens m'écoutaient, mais des gens me disaient oui, mais bon, mais l'Europe, c'est la paix. Voilà. Et puis l'Europe, c'est le bien-être. Et puis l'Europe, c'est les libertés. Donc c'était un petit peu les raisons ultimes. À ce titre, on devait tous céder. Et puis maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, beaucoup de gens commencent à comprendre que l'extrémisme, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est d'y rester. Il y a d'ailleurs toute une série de sujets. J'en ai dressé 8 sujets fondamentaux qui ne sont pas abordés dans cette campagne européenne. Le premier, par exemple, c'est les élargissements. Il y a 9 États qui sont actuellement considérés officiellement comme candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Ça va avoir ce sont des sommes, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que ça va nous coûter au
bout du compte, on n'en parle quasiment pas. Et même s'il y a ici ou là tel ou tel candidat qui dit je suis contre l'entrée de la Turquie, c'est Madame Marion Maréchal qui a dit ça, mais alors ça lui fait une belle jambe puisqu'elle veut rester dans l'Union européenne. La question c'est que ce n'est pas nous qui décidons. Ça n'est plus la France, nous ne sommes plus que 1 sur 27 et surtout c'est une construction qui est placée sous le magistère des États-Unis d'Amérique. On va parler de tout cela après juste une petite pause et on va continuer à parler avec François Asselineau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec François Asselineau, tête de liste Asselineau-Frexit aux européennes et président fondateur de l'UPR. Alors, moi je veux dire deux lois. L'article 55 de la Constitution française dès 1958 stipule ceci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Très bien. Et ensuite, Lisbonne, traité de Lisbonne, après le référendum, on sait qu'on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne, la République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. François Asselineau, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est n'importe quoi, c'est une farce. Non, oui, mais ce que vous dites est extrêmement important parce que ça signifie que tous ceux qui prétendent, qui vont changer l'Europe en y restant, etc., en fait mentent aux Français. Il n'y a pas, et si vous voulez, on n'est pas un peu enceinte. Soit comme c'est un proverbe turc qui dit ça, soit on est indépendant et souverain, soit on ne l'est plus. Et à partir du moment où vous voulez rester dans l'Union européenne, dans l'euro, ce qui est le cas de tout le monde, y compris Monsieur Bardella, y compris Madame Marion Maréchal, y compris d'ailleurs Madame Aubry, à partir de ce moment-là, vous êtes cuit. Vous êtes obligé d'appliquer les directives de la Commission européenne. Un exemple fascinant, c'est celui quand même de l'immigration. Vous savez que l'immigration est devenue une compétence communautaire depuis le traité d'Amsterdam qui est entré en vigueur en 1999. Ça fait un quart de siècle, il y a 25 ans. On cache toujours aux Français que ce n'est plus la France qui décide de sa politique migratoire. C'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, Madame Ylva Johansson a annoncé il y a quelques mois, elle a dit qu'en 2022, il y avait eu en Union européenne 3 850 000 nouveaux migrants qui étaient venus, dont 3 500 000, c'est-à-dire 90%, qui étaient des migrants légaux. Les illégaux représentant seulement 350 000 personnes, enfin seulement si j'ose dire. Et l'objectif de la Commission européenne, elle l'a annoncé pour les années qui viennent, c'est de diminuer le nombre des immigrants illégaux et d'augmenter celui des migrants légaux à 4 millions de personnes par an, c'est-à-dire la population française tous les 17 ans. Face à ça, que disent des gens comme M. Bardella, Mme Marion Maréchal? Il faut écouter ce qu'ils disent à la loupe. Ils font comme Mélanie en Italie. Ils escroquent en fait leurs électeurs parce qu'ils parlent de la lutte contre l'immigration illégale. Mais ils ne disent pas un mot de la politique officielle de la Commission européenne qui favorise l'immigration légale. Et je rappelle que le commissaire Jean-Paul Delevoye disait qu'il faudrait, pour sauver les retraites, il disait exactement 50 millions d'immigrés extra-européens d'ici 2050 en Europe, c'est-à-dire 10 millions en France. Voilà, donc ça, ces sujets-là sont quand même des sujets fondamentaux sur l'avenir de la nation. Ils ne sont pas traités et ils sont diabolisés avec une fausse opposition, une opposition de connivence entre M. Bardella et M. Macron. Macron qui nous explique que le Rassemblement national, c'est son ennemi, l'extrême droite, etc. Sauf que vous savez que M. Sébastien Chenu, il est vice-président de l'Assemblée nationale parce que les députés macronistes ont voté pour lui. Donc tout ça, ce sont des blagues, en fait. Vous savez, dans un pays comme la France, le véritable opposant, c'est celui qui est caché dans les médias. C'est pas celui qui est promu.
J'ai parlé de l'immigration, mais il y a bien d'autres sujets. Il y a par exemple la question de l'euro et de notre économie. Ça n'est pas moi qui le dis, André Berkoff. C'est Marc Toiti, qui est un économiste célèbre. Que nous recevons ici souvent. Voilà, qui est quelqu'un d'intelligent. Il a expliqué que de toute façon, l'euro va exploser. Il a même hasardé l'hypothèse que ça pourrait exploser dès 2025. Monsieur Patrick Artus, qui est aussi un très grand économiste, il a dit il y a quelques jours, il a dit que d'ici à 2050, le poids de l'Europe dans l'économie mondiale va s'effondrer. Est-ce que les Français se rendent compte du désastre dans lequel on va? Parce que je connais beaucoup de gens qui me disent oh là là, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous sortez de l'euro, vous vous rendez compte du désastre? Et moi je leur réponds mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Et il y a un sujet peut-être encore plus fondamental, si vous me le permettez. Oui. Ce sont les déclarations qu'a faites Mario Draghi, qui postule pour succéder à Madame von der Leyen. Oui. Et à mon avis, il y a de fortes chances, puisqu'elle a été reçue par Macron. Il a d'ailleurs comme projet l'Europe puissance. C'est comme par hasard le même slogan que Macron a retenu pour son discours de la Sorbonne. Et Monsieur Mario Draghi a dit qu'il fallait maintenant passer à vitesse supérieure et que l'Union européenne devienne un État. Mais si l'Union européenne devient un État, actuellement c'est une organisation internationale, si l'Union européenne devient, mettons, les États-Unis d'Europe, bon, ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, ça veut dire que la France perd son statut de grande puissance à l'ONU. Elle perd son siège à l'ONU, au profit de l'Union européenne. Elle n'existe plus, en fait. Et d'ailleurs, vous découvrirez au passage comment les Britanniques, très malignement, comme toujours la perfide Albion, sont sortis de l'Union européenne tant qu'il était encore temps pour conserver leur siège permanent. Quand vous dites que les gens ne savent pas, effectivement, ils se disent si on sort de l'Union européenne, je crois que les gens ne sont plus là. Écoutez, on reçoit énormément ici à Sud d'appels, d'auditeurs, etc. Non, ils en sont plus là. Ils en sont à se dire, quelle que soit la chose, européenne ou quoi, ils n'y croient plus. Et ils ne croient plus même à la sortie. Pourquoi? Parce que quand ils voient le pouvoir d'achat, comme vous le savez, quand ils voient ce qu'on paye pour le pétrole, le gaz de schiste américain ou le pétrole indien, etc., parce que quand ils voient l'électricité qui est en train d'exploser, ils se disent, quelle que soit la Europe ou pas Europe, et le problème d'ailleurs qui se pose à vous comme tout homme politique, c'est cette espèce de passivité résignée, en tout cas de beaucoup. Je ne dis pas que tous sont comme ça, et heureusement, mais beaucoup. Et vous le savez, ils n'y croient plus. Eh bien, justement, on est là pour leur donner de l'espoir. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle, redressez-vous. Les gens qui viennent nous dire, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer si ci ou si ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme sanction, comme rétorsion? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait venu voir de Gaulle le 19 juin 40 en lui disant, mon général, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais avant que je m'engage, est-ce que vous pouvez m'expliquer quels vont être les coûts? Est-ce qu'il va y avoir des ponts qui vont être bombardés? Et puis comment on va faire pour que les Allemands repartent, etc. Non. Il y a des moments dans la vie des peuples et des nations, il faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, comme disait aussi de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas de ce sujet tant que les Français n'auront pas compris qu'ils doivent reprendre les manettes. Et on a quand même beaucoup d'espoir. Qu'on vienne pas nous expliquer qu'on est trop petit. Regardez en Europe quels sont les pays qui se portent le mieux. Regardez la Suisse. La Suisse, la Norvège, l'Islande sont ceux qui sont au sommet de l'indice de développement humain dans le programme des Nations Unies pour le développement. Ce sont justement les 3 États d'Europe de l'Ouest qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Eh bien, Général Asselineau, on verra ce que feront vos troupes, on verra quels effectifs, et on verra, voilà, on vous suivra. On vous suivra, je veux dire, non pas on vous suivra en tant qu'approbation, mais on vous suivra effectivement dans vos efforts. En tout cas, vous en parlez, vous avez pu en parler. Merci. Merci beaucoup, André. Merci François Asselineau d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes tête de liste Asselineau-Frexit aux élections européennes. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant avec Virginie Joron. On va parler de conflit d'intérêts au Parlement européen. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, je ne suis pas le seul, hein. Le Parlement européen, ça bruisse en ce moment, ça bruisse. Le 9 juin, un certain nombre de parlementaires vont être réélus, d'autres vont arriver, d'autres vont échouer, on va voir. 27 pays qui votent. Et puis, une députée européenne dont on espère qu'elle sera réélue, c'est Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron.
Bonjour et merci, oui, on espère. Bah écoutez, c'est normal, hein. Ça c'est normal. Et puis je rappelle aux auditeurs qu'on a toujours entendu avec plaisir Virginie Juron, comme, et paix à son âme, et l'a regretté Michel Rivasi, la députée européenne EELV, qui était parmi les rares à parler de ce qui se passait, notamment avec la présidente de la Commission européenne, les SMS, les travaux, effectivement, d'aller fouiller un peu, voilà, et de faire la plume dans la plaie. Vous savez, ils faisaient un travail à la fois, je dirais, leur travail de député et leur travail de journaliste. Alors aujourd'hui, justement, c'est un journal qui a publié pas seul d'ailleurs, avec 5 médias européens, sur les conflits d'intérêts des députés européens. Virginie Juron, on a lu cette enquête, elle est quand même assez hallucinante. Enfin, le nombre de députés européens, on va pas généraliser bien sûr, mais enfin un certain nombre de députés européens qui font à côté de ça, alors des seconds boulots, alors travailler plus pour gagner plus, c'est très bien. Mais enfin, quand monsieur Sergio Berlato, député européen de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, il a été co-rapporteur du règlement de l'Union européenne sur l'importation et le transit des armes à feu. Bon, alors je veux bien, mais c'est pas un cas isolé. Alors disait l'enquête, et je voudrais avoir votre avis, 452 des 705 parlementaires européens, ils sont 705, sortant, ont déclaré exercer une activité rémunérée ou non, hein, tout le monde n'est pas effectivement payé, en plus de leur mandat électif ou détenir une participation financière dans le capital d'une société, selon cette enquête du journal Le Monde avec les médias européens. Virginie Juron, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que les députés européens sont plutôt bien payés. Oui, mais pour rappel, quand j'ai commencé ce mandat, j'ai eu en audition Sylvie Goulard, qui a aussi faisait partie de cette problématique de savoir est-ce qu'on peut, avec un mandat de député européen, avoir une activité extérieure. Oui. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être avocat à côté ou de continuer une activité extérieure, mais qui serait indépendante de l'activité que nous avons en tant que député européen, donc de législateur. Ce qui pose problème, c'est effectivement pour certains députés d'avoir des activités qui pourraient rentrer dans on appelle ça du lobbying, c'est-à-dire du conflit d'intérêts, véritablement. Conflit d'intérêts, du lobbying avec la Commission, puisqu'on sait très bien que tout émane de la Commission, toute la législation émane de la Commission, et elle est influencée par des ONG, des think tanks, des syndicats et des lobbyistes, on appelle ça, et on les appelle 50 000 lobbyistes à Bruxelles, 50 000. Voilà. Alors qui sont enregistrés au registre de transparence, un peu plus de 12 000, et dont 3 500 ONG. Ce qui pose problème, et pourquoi Sylvie Goulard, je reprends cet exemple, c'est parce qu'elle était députée européenne pendant 3 ans, et d'ailleurs elle n'a pas pu être commissaire parce qu'elle n'a pas pu répondre à ces questions, et on avait déjà soulevé cette problématique parce que en même temps qu'elle était députée européenne, elle était rémunérée par un think tank californien, assez bien, d'ailleurs mieux que son indemnité, 10 000 €, et elle n'a pas pu produire de travaux durant 3 ans. Et ce qui peut poser problème, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a des influences étrangères, et on lutte contre ces influences étrangères qui pourraient avoir un impact direct sur nos travaux. Et donc, effectivement, ça peut poser problème, parce que là, on voit, à partir de cette enquête, que notamment, moi, j'ai soulevé cette problématique, parce que, comme dit, avoir une activité économique à côté qui n'empiète pas sur l'activité de législateur, en soi, ne devrait pas poser de problème. En revanche, quand ça a une activité directe en matière de conflit d'intérêts, et on le voit là avec Guy Verhofstadt, qui est le vice-président de Renew, donc le parti de Madame Hayet, eh bien lui, on apprend par sa déclaration et cet article, qui fait partie du conseil d'administration d'un fonds de financement qui est répertorié en même temps au registre de transparence de la Commission européenne de Bruxelles. Et quand on va sur ce registre de transparence, on s'aperçoit que lors de la négociation du Green Deal, eh bien, cet fonds d'investissement, cette société a été 6 fois invitée à discuter avec la Commission de Bruxelles, notamment le cabinet de la présidente Ursula von der Leyen. Donc, flagrant conflit d'intérêts, là. Oui. Ça peut poser question, puisque lui aussi, Monsieur Guy Verhofstadt, est un fervent défenseur du pacte vert. Donc là, oui, ça pose question, et c'est le type de cas
qui pose problème parce que ça remet en question la confiance que nous avons dans les institutions. Et voilà, nous sommes en pleine campagne électorale. On voit qu'effectivement il y a des enquêtes qui sont justifiées et pour le coup c'est un problème. Alors nous, on a eu juste Virginie Joron, pardon, je vous demandais, est-ce que ça vous est arrivé d'être approché par des lobbyistes comme tout le monde, j'ai bien approché ou pas? Alors oui, bien sûr, parce que quand nous sommes sur des gros dossiers, il y a des demandes de réunions, d'interviews par rapport à un dossier précis. Notamment, moi j'ai eu à gérer le dossier du packaging, donc tout ce qui est emballage et recyclage d'emballage. Et donc effectivement, l'industrie du secteur voulait me donner son point de vue. Donc soit je les accueille par téléphone, soit je les accueille pour entendre leur point de vue, mais je déclare ces réunions sur le site du Parlement européen. D'accord. Ce que je regrette, voilà, donc ça c'est transparent et puis c'est encadré et on est obligé de l'indiquer dans nos travaux. Ce qui est regrettable là, c'est que là il y a quand même, comme pour le coup pour Monsieur Guy Verhofstadt, c'est qu'il est membre à part entière du conseil d'administration et qu'il est rémunéré et comme je l'ai fait pour Madame Sylvie Goulard quand je l'ai eu en audition. Pourquoi pas? Mais alors, montrez-nous votre travail. Parce que effectivement, quand il y a vraiment du travail fourni, on pourrait dire, d'accord, pourquoi pas? Même si sur le fond, ça pose problème parce que, voilà, comme vous l'avez dit, conflit d'intérêts, suspicion, c'est quand même, la législation a un impact direct. Oui, mais que dit la législation du Parlement européen là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une législation précise en disant, écoutez, vous êtes député européen à part entière, vous avez contact évidemment avec toutes des industries, des entreprises, des lobbyistes, c'est normal, c'est votre travail. Mais qu'est-ce qui fait, à partir de quand les limites sont franchies? Est-ce qu'il y a sanction? C'est ça qu'on dit. Il y a une législation précise là-dessus ou pas? Alors, il y a eu des aménagements de la législation, notamment récemment depuis le Qatar Gate, où chaque rapporteur de dossier doit inscrire dans un registre de transparence toutes ses invitations à des réunions avec des lobbyistes. Donc ça, c'est acté, c'est fait. Les sanctions, on ne sait pas puisque le dossier, c'est tout récent. Oui, les valises pleines de billets du Qatar Gate, oui. Ça pour le coup, effectivement. Et pour rappel, Madame Eva Kaili n'a pas été ôtée du droit de vote. Elle a continué à siéger avec nous jusqu'à la fin de la dernière plénière. Donc, vous voyez un peu le décalage qu'il y a entre le scandale qui a éclaté et la réalité. Donc oui, il y a des règles qui ont été mises en place. Nous les appliquons. Ce qui pose problème, c'est effectivement cette promiscuité entre certains sociétés qui ont un accès direct à la commission et qui font pression parce que ces gens-là, quand ils ont rendez-vous avec le cabinet de la présidente, c'est pour faire pression sur certains rapports qui sont en cours. Là, c'est le pacte vert. On a vu que ce dossier est sorti depuis 2023 et ce qui pose problème effectivement pour ce cas précis, c'est que Monsieur Guy Verhofstadt a prôné ce dossier, et il prône toujours le pacte vert. Donc oui, ça pose question. Il y a des règles, il y a des trous dans la raquette et je l'ai dit dernièrement parce que en fin de mandat, nous avions un dossier qui était sur la table et on va le continuer au prochain mandat. C'est effectivement mettre en œuvre des règles de transparence pour tous ceux qui ont un intérêt à faire pression sur la commission, notamment problème de transparence. Et là, je le vois dans le registre de transparence, on a le nom de la personne qui a été contactée à la commission, on a la date, mais on n'a pas l'ordre du jour, par exemple. Oui, mais par exemple, je voudrais savoir de quoi ils ont parlé. De quoi ils ont parlé. Mais Virginie Joron, par exemple, dans l'enquête du Monde et des autres journaux, il y a l'élu français des Républicains, Geoffroy Didier, qui déclare exercer comme avocat en droit des sociétés au sein du cabinet d'affaires Carbonnier-Lamaze, Rall et Associés, Carlara, pour 9 600 € par mois. Il y accompagne les entreprises dans des contentieux de la vie des affaires. Voilà, c'est le site du cabinet. Au Parlement européen, il est le rapporteur de la commission des affaires juridiques et est intervenu sur les grandes réglementations s'appliquant au secteur du numérique comme le Digital Market Act et le Digital Service Act. Des textes lourds d'enjeux juridiques pour les grands groupes opérant sur Internet, commerce électronique, moteur de recherche, cloud, publicité, etc. Là, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt ou pas? Lui dit évidemment non, il n'y a aucun conflit d'intérêt, il n'y a pas, j'ai toujours veillé à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que la législation de ce point de vue ne devrait pas être un peu plus précise? Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je m'explique. Quand vous avez des postes clés, des vice-présidences, des présidents de groupe,
quand vous avez certains commissaires qui ont cette promiscuité flagrante, comme le cas de Guy Verhofstadt, là oui, ça pose problème. Effectivement, des activités, il y a d'autres dossiers, là, vous avez cité Monsieur Didier, mais il y en a d'autres aussi qui sont avocats, et peut-être qui vont, comme ils sont sur le dossier, vont peut-être dire à leurs clients qu'il y a en cours un dossier. Mais ils n'ont pas d'influence directe sur le texte. C'est ça toute la différence. D'accord, là, ce qui pose problème, c'est comment, comme je vous l'ai dit, c'est la commission qui produit le texte. Et c'est là qui est... Et si vous êtes membre de la commission et que vous êtes à part membre d'un conseil d'administration, évidemment, il y a problème, c'est ça? Exactement. Le député, là j'entends, vous avez pris l'exemple de l'avocat, il n'a pas d'accès direct au rapport. Même s'il suit le rapport, il va peut-être faire un amendement, mais là ça n'a pas de lien direct, et surtout ça va pas changer le rapport, et peut-être après il va peut-être... il va vraiment peut-être cette spécialité Virginie dans son cabinet Geron, dans le numérique. D'accord. Mais c'est différent. Oui, mais franchement, Virginie Geron, moi je ne sais pas, on regarde ça à l'extérieur. Oui. Pourquoi un député, vu les frais, etc., enfin vous connaissez mieux, vu son salaire, vu les frais, etc., est-ce qu'il ne pourrait pas, à un moment donné, mettre entre parenthèses son activité? Je dis pas qu'il disparaisse, bien sûr, parce qu'il peut ne pas être réélu. Mais enfin, est-ce que ça ne fait pas un job à part entière? Je pose la question. Ah ben ça, effectivement, ça peut poser question, parce qu'on est censé être à 100% sur notre mandat. Donc oui, il y a une question de fond, il y a une question, effectivement, il y a une réflexion à avoir autour de ce sujet, parce que, comme vous l'avez vu, il y a certains députés qui travaillent à 200%, d'autres à 100, d'autres à 50, d'autres à 20, donc c'est aussi une question de mandat et comment on veut utiliser ce mandat. Après, voilà, il y a des règles quand même qui encadrent aujourd'hui l'activité du député européen, avec effectivement, on est obligé de remplir tous les répertoires de transparence. Ce qui est problématique et c'est aujourd'hui, puisque nous avons ce registre de transparence, c'est que c'est surtout au niveau de la commission. Qui eux ont plus de pouvoir, plus aujourd'hui c'est eux qui impulsent la stratégie. On l'a bien vu avec l'histoire des contrats Pfizer, c'est eux qui ont impulsé une stratégie, et vous le savez très bien, vous connaissez bien ce dossier. Nous, les députés européens, on a suivi cette impulsion, on a suivi cette stratégie, et donc l'influence directe, ce n'est pas nous qui l'avons eu, donc l'exigence devrait être, à mon sens, encore plus stricte, forte, et complète au niveau de la commission, puisque c'est là que le noyau dur est présent, et notamment en termes de législation. Et c'est là où le silence, malgré tout, continue. On l'a vu, on va reparler avec vous aussi, Virginie Geron, de ce qui s'est passé. Mais enfin, le feuilleton Bourla, Ursula von der Leyen, et les SMS et tout le reste, et les plaintes sont en cours. On verra ce qui va arriver. Mais enfin, vous, personnellement, dernière question, c'est votre job à 100%? Tout à fait, c'est mon job à 100%. J'étais juriste dans une grande entreprise avant de débuter ce mandat, et je suis en congé sabbatique. Donc oui, voilà, après, c'est une question de morale, et c'est personnel. Donc oui, moi à 100%, et je déclare tout, et après, après, c'est ce qui est problématique encore dans ce dossier, c'est quand il y a des influences directes. Là, cette enquête est intéressante, et ça, effectivement, ça ouvre le sujet pour la nouvelle mandature d'améliorer les textes, parce que, comme je vous l'ai dit, le registre de transparence, c'est ouvert, on met on met les dates, on ne sait pas l'ordre du jour exact, on ne sait pas qui a été l'interlocuteur de ces réunions, et c'est important parce que pour avoir confiance aux institutions, pour avoir confiance aux engagements, eh bien, une exigence de transparence et de probité est nécessaire, surtout aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit, parce qu'on le voit bien, là, on a parlé d'élections bientôt à venir, mais il faut mobiliser les gens, beaucoup de gens. Et pour les futurs électeurs, ils ont envie de savoir s'il y aura moins de trous dans la raquette. C'est ça aussi. Exactement. Merci Virginie Geron. Merci à vous. Bonne journée. Geron, je rappelle que vous êtes eurodéputé RN du groupe Identité Démocratie au Parlement européen, et que vous êtes sur la liste de Jordan Bardella pour ces élections européennes qui auront lieu le 9 juin. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et de temps en temps, en écoutant les radios, pas la nôtre, je l'écoute bien sûr beaucoup, mais quelques radios dites concurrentes, on trouve des perles. Et celle-là, elle est en platine. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Je sais pas si ça tourne par rond, mais ce matin, effectivement, sur France Inter, Marion Maréchal, qui est tête de liste de Reconquête aux élections européennes, était l'invitée de Sonia De Villers, journaliste de France Inter, radio de service public. Et j'écoutais ça, comme je zappe pas mal le matin, et voilà ce que j'ai notamment entendu. Et des mères. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voyez, quand j'entends cette question, non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, ça c'est encore une autre question. Et faire 4 milliards d'économies aux Français, parce que cette question est tellement dingue. Voilà, que je n'y répondrai même pas. Voilà, elle est bête, elle est dingue, elle est outrancière. Voilà, non, permettez-moi de ni pas y dingue, répondre. ni bête, ni outrancière. C'est simplement, c'est vrai que dans l'audiovisuel public, il y a 7% de gens de droite contre 34% de gauche. Non, c'est simplement, vous proposez une défense de la famille française et de la famille chrétienne. Oui, alors parce que excusez-moi, c'est mal de défendre la paternité, la maternité, la dignité des femmes, et vous faites un parallèle avec Pétain, mais non, vous êtes n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est simplement la question, est-ce que la société a évolué depuis cette époque-là ou pas? Passer à la question simplement. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. La nature est fasciste. C'est terrible. Simplement. C'est terrible. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises? Vous êtes un peu hitlérienne, non? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler? C'est moyen, non? Bon. Alors, franchement, c'est pas... Ici, on a beaucoup de journalistes et de bons journalistes un peu partout. Et à France Inter, je suis sûr et je sais, parce que je reconnais qu'il y a d'excellents journalistes. Mais à ce niveau, franchement, à ce niveau, c'est même pas le gaz de schiste. À ce niveau de... de marigot. Vous savez, on parlait souvent de la réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que quand il y avait une discussion, quelqu'un à court d'arguments disait « Ah, oui, vous parlez un peu comme Hitler ». Là, c'est la même chose. On parle de la famille, on parle de ça. Et puis, le seul argument que donne la journaliste, enfin, vous parlez comme Pétain. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2024, on parle dans la radio de service public, je le rappelle, payée par le contribuable. Dans une discussion, on fait appel au maréchal Pétain. Enfin, il faudrait un peu varier les plaisirs. Demain, ce sera Pol Pot, ou peut-être Néron, ou peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est ça les arguments. C'est comme ça qu'on discute, c'est comme ça qu'on enseigne, c'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on pédagogise. On peut poser des questions, on est d'accord ou pas d'accord. Marion Maréchal, elle a peut-être dit des bêtises. Mais on l'attrape sur quoi? En faisant appel aux heures les plus sombres de notre histoire, c'est ça? Aux temps difficiles, il y a 80 ans ou 85 ans. Mais c'est quoi ça? C'est quoi, très sincèrement? Moi, je dois dire que je suis assez attristé, et même plus qu'attristé. Cette espèce de n'importe quoisme, cette espèce de vraiment de se vautrer dans les choses les plus imbéciles, parce qu'on n'a pas d'argument, et on fait appel à la démagogie, excusez-moi, la plus rance. Alors vraiment, France Inter mérite mieux que ça. Et nous, surtout, aussi. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Marc Fromager qui vient nous voir pour ce livre Ukraine, Gaza et autres tracas, les chrétiens d'Orient, dont le nouveau grand jeu, c'est aux éditions Salvatore. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Marc Fromager, effectivement, Ukraine, Gaza et autres tracas. Vous avez expliqué sur le mot tracas, parce que, effectivement, comme ça, à premier abord, il dit, mais pourquoi il parle de tracas? C'est quand même un peu plus, hélas, plus profond, mais je voulais vous dire que votre livre m'a intéressé et je le recommande parce que
Aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Orient, on parle évidemment, et à raison, de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe chez les Palestiniens, des importations du conflit israélo-palestinien en France, en Europe ou ailleurs. Mais ça se passe entre juifs et musulmans, etc., l'islam, le judaïsme, le sionisme, etc. Et quand même, on passe par pertes et profits, où on met en parenthèse les chrétiens d'Orient. Vous-même, Marc Frouvager, vous vous occupez, on a souvent reçu les patrons des SOS chrétiens d'Orient, et vous occupez directeur de la communication, et vous avez avant dirigé l'aide à l'église en détresse pendant 15 ans. Et vous publiez ce livre. Et au fond, c'est intéressant parce que vous faites des épîtres du Liban, de l'Iran, je crois, d'un certain nombre de pays. Et où sont les chrétiens? Où étaient les chrétiens depuis très longtemps? Je rappelle que quand même, chrétien d'Orient et un certain Jésus, il n'était pas en Transylvanie, hein. Il était du côté, de la Méditerranée, et donc 2000 ans. Et vous dites quoi dans ces épîtres? Est-ce que vous dites, vous donnez la température du mental, où sont aujourd'hui les chrétiens d'Orient, quel sort leur est réservé, et quel est leur sentiment vis-à-vis de ça? Je voudrais qu'on en parle. Frouvager. En fait, les chrétiens d'Orient, comme vous l'avez dit, c'est la racine, c'est là que l'Église est née. Nous, on est en France, on est latin, on est rattaché à Rome, mais jusqu'au milieu du 2e millénaire, la plupart des chrétiens dans le monde étaient en Asie. Le christianisme s'est développé vers le nord, vers le Caucase, vers ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de Turcs, vers le sud, vers l'Égypte, l'Éthiopie, et vers l'est, surtout Saint Thomas, donc contemporain de Jésus, a été jusqu'en Chine, et finalement a été martyrisé en Inde. Donc tout ça, ce sont des pays encore aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Iran, l'Irak, l'Inde, où vous avez encore des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire des chrétiens qui ont un rite oriental. Donc beaucoup sont catholiques, comme nous, sauf que ils ont un rite qui est un peu différent. Il y a aussi des orthodoxes. Alors leur nombre vous parlez aussi des orthodoxes, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est tous les chrétiens d'Orient. Leur nombre a beaucoup diminué au Proche et au Moyen-Orient ces dernières années. Les exemples les plus flagrants, sans doute, c'est la Turquie, avec le génocide arménien et ensuite la guerre suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. En fait, les chrétiens représentaient 25% de la population en Turquie, et 10 ans plus tard, moins de 1%. Donc c'est quand même quelque chose de très violent. Et plus proche de nous, ce sont les guerres occidentales, notamment américaines, en Syrie et en Irak, depuis une trentaine d'années, qui ont fait s'effondrer totalement le nombre de chrétiens. En Irak, en 2003, à l'époque où en France on était encore un tout petit peu souverain et qu'on n'a pas suivi les Américains pour faire plaisir à Colin Powell et son petit tube de lait Nestlé, il y avait encore 1,5 million de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, il y en a 150 000. Et ça s'est fait en quelques années. Donc 90% de la communauté qui a disparu. En Syrie, c'est un peu pareil. On était 8% de chrétiens dans ce pays. Maintenant, on doit être 2 à 3%. Et tout ça, encore une fois, en quelques années. Et même au Liban, d'ailleurs, la population chrétienne qui était, elle n'était pas majoritaire, mais elle était très importante. Elle a beaucoup diminué. Elle était majoritaire encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Ensuite, les chrétiens ne représentaient plus qu'un tiers, et aujourd'hui encore moins. Le problème du Liban, c'est que ça va bientôt faire 50 ans. Ce pays a été totalement détruit. Et justement, peut-être ça fera la passerelle avec la question palestinienne, mais les Palestiniens, suite à la création de l'État d'Israël, sont un peu partis dans toutes les directions, notamment beaucoup en Jordanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont fini par être pratiquement sur le point d'une guerre civile, de créer un État dans l'État, et les Jordaniens s'en sont débarrassés. Alors, pas de tous. Ils ont même massacré les Palestiniens, il faut le dire. Massacré les Palestiniens. Septembre noir. Septembre 70. Ouais. Et où est-ce qu'ils sont partis, ces Palestiniens qui étaient pour la plupart musulmans? Ils auraient pu être accueillis par l'Arabie Saoudite, qui est voisine, un pays riche, musulman. Ils auraient pu même être accueillis par la Syrie ou l'Irak, qui étaient à l'époque en paix et riches, majoritairement musulmans. Eh bien non, ils sont allés dans le seul pays majoritairement chrétien de la région, le Liban, et ce qui devait se produire en Jordanie s'est produit au Liban, c'est-à-dire que 5 ans plus tard, il y a eu la guerre civile dont le Liban ne s'est jamais remis. Au Koweït, il y avait beaucoup de Palestiniens également, suite à la première guerre du Golfe, et ils les ont chassés également. En fait, le problème des Palestiniens, et moi j'ai pas de problème avec les Palestiniens en tant que tels, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère cette question palestinienne? Aucun pays n'en veut.
aucun pays arabo-musulman. Même l'Égypte. Même l'Égypte qui est frontalière. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que ce serait à eux d'assumer cette tâche ? Après tout, ils sont chez eux et sans doute faut-il trouver une solution sur place. Mais en attendant, il faut quand même se rendre compte que la gestion de cette population semble un peu compliquée malgré tout. C'est le moins que l'on puisse dire. On va continuer d'en parler. Et surtout de parler des épîtres que vous avez écrits, où vous faites le porte-parole d'un certain nombre, justement, de chrétiens d'Orient. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Marc Fromager, Ukraine, Gaza et autres tracas aux éditions Salvator. Et vous dites les 12 lettres des chrétiens d'Orient. Donc vous avez écrit des épîtres, effectivement, du patriarcat de Jérusalem, du patriarcat d'Antioche, du patriarcat d'Alexandrie et du patriarcat de Constantinople. Et ça va, je cite, ça va, vous parlez du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Inde, vous savez jusque l'Inde, effectivement, l'Égypte, bien sûr, l'Éthiopie, la Turquie, l'Arménie, l'Ukraine, et ça finit sur la Russie, effectivement, avant la conclusion. Mais avant de parler du Heartland et du Rimland, je voudrais savoir si vous avez des dénominateurs communs de ces lettres des chrétiens d'Orient, de ce que vous ont dit les chrétiens d'Orient, puisque c'est ça, vous présentez ça comme ce que vous avez entendu au cours de vos années de pérégrination à travers tout le Moyen-Orient et jusqu'en Russie, jusqu'en Inde. Quelles sont les tendances et les ressentis que vous ressentez le plus, que vous avez captés? En fait, c'est un peu tout la structure de ce livre. J'ai voulu inverser la perspective. En général, ici en France, en Occident, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la question du Proche-Orient et notamment la question des chrétiens sur ces terres, souvent on est là en train de compatir à leur souffrance qui est réelle, qui sont réelles. D'ailleurs, pas que celle des chrétiens, mais de toute la population dans la région. Et là, j'inverse la perspective où ce sont les chrétiens d'Orient en fait qui s'adressent à nous. Chrétiens ou citoyens français et européens en nous disant et les gars, mais vous n'allez pas bien en fait, réveillez-vous. Nous on est les chrétiens d'Orient dans des situations compliquées, dans des zones de guerre, mais au moins on a encore la foi, on sait en qui on croit, on sait pourquoi tout cela se passe, et en revanche on ne comprend pas du tout pourquoi en Occident vous vous évertuez à vous suicider, à vous détruire. C'est ce qu'ils disent. Exactement. Ils comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Occident, en tout cas aujourd'hui, ils sont quand même consternés par effectivement cet effondrement à tous les niveaux. On ne croit plus en rien et on a même trouvé le moyen de se saborder économiquement et culturellement et tout sur le plan civilisationnel. Et donc, ils sont très inquiets pour nous. Vous voyez, quand je dis sabordage économique, pensons par exemple aux sanctions contre la Russie. Les sanctions contre la Russie. Notre ministre de l'économie imaginait et souhaitait que cela mettrait la Russie à genoux. Alors pourquoi pas, sauf que le problème c'est que c'est vraiment l'effet inverse. C'est l'Europe qui aujourd'hui paye le prix de ces sanctions avec une explosion du prix de l'énergie. Mais excusez-moi Marc Fromager, moi ce qui m'intéresse, hélas, votre analyse est très juste et ici on la connaît, en tout cas un certain nombre de gens vraiment la répercutent. Mais en quoi les chrétiens d'Orient se sentent inquiets de cela? Pourquoi ils réagissent comme ça? Ils pourraient dire oui, écoutez, vous suicidez, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Oui, sauf que en fait, on les soutenait tout de même un peu. Ils se retrouvaient notamment en Irak, en Syrie, au Liban, dans des pays comme ça, en Égypte, avec des contraintes du fait qu'ils sont devenus des minorités, voire des petites minorités, et donc s'ils perdent cette catholicité, ou même pour les orthodoxes en tout cas, ce sentiment d'appartenir à une communauté plus vaste que simplement leur communauté nationale, ils sentent bien que du coup ils n'ont plus aucun espoir. Vous voyez.
voyez. Donc, en fait, on était quand même un peu une bouée d'oxygène, une bouée de secours, une bouffée d'oxygène, pour eux. Et puis, au-delà même de leurs propres intérêts, je pense que simplement, on est censé être frères et du coup, ça les attriste. Est-ce qu'ils ont peur aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont peur de leur avenir, et pour leur avenir, et pour leurs enfants, etc., ceux qui sont là-bas? Alors, la zone que je couvre, les chrétiens d'Orient, elle est assez vaste. C'est Russie, Ukraine, tout le sud-est européen, tout le Proche et Moyen-Orient, jusqu'à l'Inde. Donc évidemment, ce sont des situations différentes. Si on reste sur le Proche et Moyen-Orient, paradoxalement, avant le 7 octobre, donc l'attaque du Hamas, c'était une zone qui était plutôt en train de s'apaiser. Les tensions avaient baissé et la guerre en Irak était quand même sur un mode mineur, voire plus ou moins terminé. Il reste des poches de l'État islamique ici ou là, mais avec des problèmes sécuritaires encore dans le nord-ouest. Bon, mais globalement, par rapport à ce qu'ils ont connu, ça allait quand même un peu mieux. En Syrie, toute la partie utile du pays, elle est en paix aujourd'hui. Il n'y a plus de bombardements tous les jours sur Alep, Homs ou Damas. Alors, il y a encore des Américains dans le nord-est du pays parce qu'il y a du pétrole, mais je pense que c'est uniquement une coïncidence. Vous avez encore les Turcs au nord-ouest, à Idlib, où sont réunis d'ailleurs la plupart des ex-djihadistes du pays. Qui sont là-bas, oui. Et avec les Kurdes, ça c'est... Avec les Kurdes, ils sont plus ou moins gérés par les Américains. En Syrie, ça va. Mais donc la partie utile de la Syrie va mieux. D'accord. Donc, et on était sur les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite et Israël allaient faire la paix officiellement avec des partenariats économiques. Enfin, tout allait mieux. Si on compare à la décennie des années 2010 avec l'État islamique, ou si on remonte un peu plus loin, l'Irak, la guerre contre l'Iran, etc. Et puis l'occupation américaine pendant 12 ans. En fait, la région allait un peu mieux. Bon, et donc aujourd'hui, les chrétiens d'Orient ne sont pas la cible de ce qui se produit aujourd'hui, ou alors de manière marginale. Il faudrait détailler davantage. Au nord de l'Irak, vous avez des milices chiites soutenues par les Iraniens qui sont petit à petit en train de remplacer démographiquement les chrétiens. Donc c'est pas totalement terminé, mais ils sont devenus tellement peu nombreux. Je parlais de 150 000 sur une population de 45 millions en Irak qu'en fait ils ne dérangent plus grand monde. Vous voyez, bien sûr. Mais alors justement, est-ce qu'ils n'ont pas peur? Quand je dis peur, alors vous dites le 7 octobre, donc en fait a rebattu les cartes et la violence est revenue et on le voit et ô combien. Et est-ce que justement ils pensent que ça peut, je veux dire les gens que vous avez vus, dont vous avez, vous n'êtes pas allés depuis le 7 octobre, mais est-ce qu'ils ont peur en fait? Est-ce qu'il y a une question existentielle qui est posée? Parce qu'effectivement, ils voient les chiffres, vous dites vous-même, 90% partis, 50%. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'ils se disent, oui, écoutez, vous avez vu l'exode des Libanais, des Syriens vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie, etc. Ils disent, oui, on est peut-être l'avant-dernière génération, et puis c'est fini. Ou ils disent au contraire, ou certains, non, il y a de l'espoir, on va... C'est ça qui... Voilà. Ils ont un peu l'impression d'être les derniers des Mohicans, tout de même, en Syrie, en Irak, etc. Alors, la Syrie risque d'être plus impactée parce qu'elle est frontalière avec Israël, et puis au sud du Liban, il y a le Hezbollah, et donc tout ça crée une espèce de front nord pour Israël, mais avec des répercussions sur la Syrie, évidemment. Quant à l'Irak, ils sont un peu en dehors pour le moment de ce regain de tension. Mais encore une fois, ça c'est le Proche-Orient. Enfin, l'Égypte est dans le Proche-Orient. L'Égypte, on est sur d'autres chiffres. C'est 20% de la population égyptienne, les chrétiens. Donc eux, ils sont pas prêts de disparaître, vous voyez. Les Coptes sont très importants. Les Coptes, et puis ils tiennent la route. Enfin, je dis pas que les autres ne tiennent pas la route, mais en tout cas, démographiquement, ils ont encore ce poids qui leur permet de résister, ce qui est de moins en moins le cas dans les autres pays. C'est ça, oui. Pour les chrétiens d'Orient, après, évidemment, il y a la Russie, l'Ukraine, où là, la population est majoritairement chrétienne encore, majoritairement pratiquante, ça c'est une autre question, mais là il n'y a pas de risque de disparition, sauf pour l'Ukraine, de disparition de la nation ukrainienne, voire de disparition de la population ukrainienne, entre ceux qui meurent. On pense qu'on est à peu près à 2,5 million de morts en Ukraine, 1,5 million de blessés, et puis ceux qui ont quitté le pays pour éviter la conscription et qui ne reviendront pas, a priori. Alors on va en parler de cela. Effectivement, ce n'est pas les chrétiens d'Orient au sens Proche-Orient du terme, mais c'est intéressant aussi de voir effectivement les aventures de la foi et les détours de la foi. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, ce grand jeu dont vous parlez, Marc Fromager, dans votre livre qui vient de paraître aux éditions Salvator, ce grand jeu, et Dieu sait c'est un grand jeu puisque c'est aux dimensions planétaires. Alors, vous avez pris effectivement le biais des chrétiens d'Orient, mais évidemment, le jeu géopolitique dépasse de très loin cela. Et dans les voyages que vous avez faits depuis 15 ans, hein, puisque vous vous êtes occupé de l'Église en détresse et puis actuellement de SOS Chrétien d'Orient, qu'est-ce qu'on sent? Enfin, je dirais que ça vient un tableau à faire. C'est les grandes lignes. C'est qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on voit arriver à devenir. Alors en fait, le grand jeu, donc c'est une notion historique. Hein, c'était l'affrontement entre les Russes et les Britanniques en Asie centrale. Là maintenant, c'est le nouveau grand jeu. Donc ce sont pas des termes ou des concepts que j'ai inventés. Hein, ils existent. Le nouveau grand jeu, il y a toujours les Russes. Les Américains ont remplacé les Britanniques et il y a maintenant les Chinois. Et en fait, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit en fait un basculement du monde. Depuis l'implosion du RSS en 91, on était dans un monde unipolaire, totalement dominé par les États-Unis. C'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que apparaît maintenant une espèce de multipolarisation avec des acteurs assez importants, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, très important, oui. se sont regroupés déjà depuis quelques années dans ce qu'on appelle les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et auxquels se sont ajoutés depuis le 1er janvier, c'est récent, tout ça se produit maintenant, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, et je ne sais plus quel autre pays, l'Argentine peut-être. Bon, déjà le simple fait que l'Argentine, non, pour le moment. Javier Milei est très proche des Américains. Alors lui, il était candidat, puis il a arrêté. Voilà. L'Arabie Saoudite, qui était le précaré des États-Unis, qu'ils veuillent, enfin non seulement qu'ils veuillent, mais ils l'ont fait rejoindre les BRICS, c'est quand même très étonnant. Et il y a l'Iran aussi. Or, l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'entendaient pas spécialement jusqu'à maintenant. Et donc tout ça. Et ce sont les Chinois qui ont fait une médiation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui est quand même intéressant. Mais c'est quand même leurs intérêts aux deux pays aussi. Bien sûr. Alors qu'ils se sont jamais affrontés directement, mais ils se sont affrontés au Yémen, ils se sont affrontés en Syrie. Enfin, toutes les guerres au Proche-Orient, c'est aussi récente, je veux dire, autour de l'État islamique notamment. C'est un affrontement par procuration. C'est souvent par procuration, hein, ces guerres au Proche-Orient, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Que tous ces gens-là aujourd'hui misent sur ce monde parallèle qui quitte l'unipolarité du monde américain, c'est quand même très étonnant. Et ça va assez loin. C'est pas juste, tiens, on fait partie d'un nouveau club. Non, par exemple, l'Arabie Saoudite qui, et comme d'ailleurs le monde entier, qui vendait l'énergie, le pétrole et le gaz uniquement en dollars américains, c'était absolument indispensable. Personne n'aurait fait autre chose. Ah ben, il y en a qui ont voulu. Saddam Hussein, il a été exécuté. Et Kadhafi aussi. Kadhafi, c'est une des raisons pour lesquelles on a évidemment cherché à s'en débarrasser. Bon, bref, que l'Arabie Saoudite aujourd'hui vende du pétrole en yuan chinois ou en d'autres monnaies, c'est quand même en fait une accélération de la dédollarisation de la planète et donc un affaiblissement potentiel de, en tout cas, la puissance américaine. Bon, les Américains ont encore de la marge, il n'y a pas de souci, on va pas être inquiet pour eux, mais donc on a une recomposition du monde et qui attire bien au-delà de ces 10 ou 11 membres du BRICS. Toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique, tout le reste de l'Asie, en fait, a de plus en plus de mal à supporter ce monde unipolaire dans lequel on était et se trouve très intéressé et désireux de rentrer dans ce nouveau club. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça donne, justement, quand vous, dans vos voyages, dans vos séjours, dans tel ou tel, que ce soit dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient ou ailleurs, ou en Russie, est-ce que, dans vos conversations avec les gens qui avaient, quels qu'ils soient, est-ce que c'est senti, ça, je veux dire, au niveau du citoyen lambda ou au niveau des responsables que vous voyez, ça se sent et ça se traduit comment pour eux?
Alors ça se sent, oui. Moi, j'ai toujours été surpris. Après mes études, j'ai fait des études de commerce. À l'époque, on avait le service militaire. Moi, j'étais parti en coopération en Afrique. Je faisais de l'essence à une pompe à essence à Brazzaville. Et en fait, à l'époque, il y avait tout le sujet de Elf Congo, etc. Et le pompiste, alors vous me direz, il travaillait dans le dans le pétrole quelque part. Enfin, le pompiste savait assez précisément ce qui se passait, les enjeux géopolitiques, économiques. En fait, la plupart des gens dans ces pays-là sont assez au courant de ce qui se passe, bizarrement, de manière surprenante. Et ce qu'ils voient, donc, pour répondre à votre question, dans ce basculement du monde, c'est qu'en fait, ça les intéresse. On est en train de changer un peu de paradigme. Ça va, il l'espère en tout cas, leur donner peut-être plus de liberté. Ils seront moins contraints à suivre absolument un cadre et un chef, un meneur, un leader qui sont uniques, qui étaient les États-Unis jusqu'à maintenant. En revanche, ce qu'ils disent toujours, c'est leur incompréhension totale de pourquoi l'Europe fait ce qu'elle fait, pourquoi l'Europe se victimise, pourquoi elle accepte ce suicide dont on parlait. C'est un peu ce que les chrétiens d'Orient vous dites de l'Occident et de l'Europe, et ils vous le disent là plus généralement sur la géopolitique. Bien entendu, et eux comprennent très bien, par exemple, que l'Europe aujourd'hui est le dindon de la farce dans l'opération ukrainienne. Vous voyez, en Ukraine, alors si on reprend la chronologie, ce sont les Russes qui attaquent l'Ukraine en février 2022, mais ça ne suffit pas à dire que toute la responsabilité est russe. C'est comme si on disait qu'en 1939, ce sont les Français et les Britanniques qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Est-ce que nous sommes responsables de la Deuxième Guerre mondiale en tant que telle et de l'Allemagne nazie? Peut-être pas forcément. Et donc, eux comprennent très bien, les gens avec qui je discute dans tous ces pays-là, que en réalité, c'est une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie, en se servant de l'Ukraine, dont ils n'en ont strictement rien à cirer. Biden allait jusqu'à dire qu'on allait se battre jusqu'au dernier Ukrainien vivant. Mais est-ce que les gens réfléchissent quand ils entendent ce genre de phrase? On, c'est-à-dire nous, les Occidentaux, on va se battre, mais sauf qu'on va pas mourir, puisqu'on n'est pas sur le champ de bataille, jusqu'au dernier Ukrainien. Donc Sauf qu'aujourd'hui, un certain président dit, attendez, on va peut-être envoyer des troupes. Ça c'est le risque, effectivement. Alors, est-ce que c'est que de la communication? Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui le scénario où on va en fait, parce que l'Ukraine est en train de perdre cette guerre, et si elle n'était pas soutenue massivement par l'OTAN, aurait déjà plié bagage depuis longtemps. Mais il peut y avoir une fuite en avant, c'est-à-dire on va aller plus loin, on va envoyer encore plus d'armes, des armes de plus en plus dangereuses, et dans ce cas-là, ce conflit durera éternellement, très longtemps. C'est le principe des guerres modernes, c'est qu'il faut que ça dure longtemps, parce que derrière il y a des intérêts, et ces intérêts ne fonctionnent que si la guerre continue. Et à votre avis, encore une fois, de ce que vous avez vu et entendu et puis réfléchi, analysé de voyage, est-ce que parce qu'on entend beaucoup de bruit de bottes, vous savez, on joue à retenez-moi sinon je fais un malheur, on joue au bras de fer, etc. Il y a quand même quelque chose, parce qu'on le voit, il y a quand même quelque chose qui a une dimension, alors on ne peut pas jouer les Cassandres, tout ça, mais il y a une dimension nucléaire quand même qui n'est pas mince. C'est que pour la première fois, effectivement, on se dit, on entend armes nucléaires tactiques, ou nucléaire appauvri, au lieu de nucléaire enrichi, mais on l'entend beaucoup en ce moment. Alors oui, c'est effectivement inquiétant. Maintenant, il peut s'agir d'une montée aux extrêmes, comme on l'a déjà vu récemment à plusieurs reprises. On peut revenir par exemple sur la crise des missiles à Cuba. Ils ont été assez loin quand même, les Russes et les Américains. Et au dernier moment, vous avez l'intelligence politique de Kennedy et de Khrouchtchev peut-être, mais peut-être Kennedy au départ. De Khrouchtchev aussi, voilà, qui dit on va peut-être s'arrêter là parce que sinon l'étape suivante c'est quand même en fait la fin. On peut imaginer qu'aujourd'hui on est dans cette espèce de montée aux extrêmes, on se teste, on se titille et au dernier moment en fait on se dit on va peut-être trouver une autre solution, vous voyez. Donc en soi, c'est inquiétant évidemment, d'autant plus qu'autrefois il y avait juste la bombe nucléaire et tout était terminé. Maintenant, comme vous le dites, on a des missiles nucléaires tactiques, mais qui vont pas tout détruire la planète, pas tout de suite. Et donc, on sent bien la tentation des uns et des autres de vouloir tester ces nouvelles armes. Enfin, nouvelles, ça fait un moment qu'on les a, mais on les a pas testées in situ jusqu'à maintenant. C'est depuis Hiroshima, on les a pas testées.
Donc, exactement. Et Nagasaki, et c'était il y a 80 ans, donc effectivement, on peut se poser des problèmes. Marc Frobager, pour revenir à quand même aux chrétiens d'Orient et à ces communautés que je connais un peu, effectivement. En fait, l'idée de SOS Chrétiens d'Orient, c'est de fournir je veux dire une aide aux communautés, et de quelle sorte, toutes sortes, ou bien c'est quoi très très précisément? Je voudrais qu'on reparle de ça pour nos auditeurs quand même. Il y a deux types d'aides. D'abord une aide financière, donc on soutient des projets. Donc l'argent que nous collectons en France permet de soutenir tout un tas de projets qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'urgence pure. Par exemple, tremblement de terre en Syrie l'année dernière, on a été extrêmement réactifs, on a pu envoyer des fonds, et en général, nos partenaires, sont souvent des partenaires. Qui souvent, c'est de l'église locale, vous voyez, ça peut être des évêques catholiques ou orthodoxes qui sont organisés parce qu'ils ont des diocèses, ils ont la responsabilité d'un territoire, et donc ensuite il y a les paroisses, les communautés religieuses qui vont pouvoir distribuer cette aide de manière extrêmement efficace, rapide et sans commission, sans intermédiaire. Vous voyez. Et ça, c'est très important. L'autre type d'aide, c'est une aide qui a peut-être moins d'impact dans l'absolu, c'est l'envoi de volontaires. En 10 ans, SOS Chrétiens d'Orient a envoyé 3000 volontaires, donc la plupart des jeunes Français sur le terrain. Et là, actuellement, vous avez combien sur SOS? Combien de volontaires sont là? Il doit y avoir à peu près 80 volontaires sur le terrain en ce moment, dans 7 pays différents. Donc le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, l'Arménie et l'Éthiopie. Et donc, vous avez eu 3000 volontaires qui ont participé. En tout, depuis 10 ans, ouais. Et donc ça peut être donner des cours de français à des jeunes, jouer avec des enfants. Après, il y a la barrière de la langue. La plupart des volontaires ne sont pas forcément arabophones au départ. Enfin, arabophones pour les pays arabophones, parce que en Éthiopie, ils parlent moins arabe. Et ça peut être repeindre des maisons, ça peut être distribuer des colis alimentaires. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui va sauver le Proche-Orient, mais cette présence de jeunes occidentaux, quand même, touche le cœur des gens sur place, qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Pourquoi est-ce qu'ils prennent ce temps? Il n'y a pas de risque sécuritaire très important, mais c'est bien d'être là, d'avoir une présence là avec eux. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, je pense que ça ne se mesure pas, en tout cas moins que des bilans financiers d'envoi de fonds, mais l'impact est très important. Impact très important pour les chrétiens d'Orient là-bas, mais aussi, je pense, et c'est vraiment, en tout cas notre désir, impact pour la formation de jeunes Français qui reviennent en ayant une meilleure compréhension de ce qu'est l'Orient, qui ont donné du temps, et donc c'est un peu aussi la formation d'une petite, mais d'une part de la jeunesse française. Oui, et puis qui aura connu cette région, qui iront travailler là en plus. Et dans la plupart des cas, l'envie pour presque tous d'y repartir. D'y repartir, soit pour une mission à nouveau de volontariat, soit pour redécouvrir ces pays ou les autres pays où ils n'ont pas été. Donc une vraie appétence pour tout ce qui se passe dans la région. Et alors, Marc Frobager, qui vous finance? Qui finance SOS Chrétiens d'Orient? Des donateurs. Donc c'est une association de loi 1901. Association 1901. Association de loi 1901. Donc avec des petits donateurs, des moyens donateurs, des grands donateurs, comme toutes les associations, et qui sont fidèles, certains depuis 10 ans, et qui sont interpellés par ce que nous faisons. Alors c'est vrai que ensuite l'actualité nous aide. Vous voyez, lorsque vous avez une grande crise ou un tremblement de terre, etc. D'un seul coup, la région revient au cœur de l'actualité, et pour beaucoup de personnes qui sont sollicitées par mille et une choses et puis par leurs propres difficultés, l'actualité en fait est importante à un moment donné pour remettre le sujet au cœur sur la table. Et une guerre, une guerre, un tremblement de terre, toute chose qui montre un peu je dirais la misère, ou en tout cas la fragilité de la situation. Malheureusement, la région n'en est pas exempte. Et même si, ce que je disais tout à l'heure, il y avait plutôt une baisse de la tension au Proche et au Moyen-Orient ces derniers mois, effectivement, le 7 octobre a un peu tout remis en cause, en tout cas sur la Terre Sainte et sur la partie frontalière, Liban, Égypte. Pour le reste, ça n'a pas encore eu d'impact très important.
On va continuer à parler avec Marc Fromager après cette petite pause. Oui, et puis avec vous, évidemment, 0826 300 300, 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions ou pour intervenir dans l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h48 sur Sud Radio, toujours avec Marc Fromager. On parle des chrétiens d'Orient et nous avons Jean-Paul qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Marc Fromager. André Berkov, mille merci pour votre émission. Donc ça a permis d'ouvrir les yeux à pas mal de monde. Merci. Et c'est courageux, c'est très très bien et j'adore. Question pour les chrétiens sur les chrétiens d'Orient. Le chef des chrétiens s'appelle le pape. C'est le pape François. Et il y a peu d'années, il a fait un voyage en Syrie. Et plutôt que comme symbole pour soutenir les chrétiens d'Orient, il a ramené un couple de musulmans pratiquants. La femme était voilée. C'était une biologiste. Et c'est ce qu'il a ramené de là-bas comme symbole de son soutien aux chrétiens d'Orient. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est le massacre d'autres chrétiens, donc les Arméniens, opérés à l'heure actuelle par les Azéris. C'est plus les Turcs que seulement les Azéris s'y sont mis. Or, l'Azerbaïdjan est soutenu officiellement par Van der Leyen, donc par l'Europe. C'est-à-dire qu'indirectement, nous, Européens, soutenons le massacre des Arméniens là-bas au Proche-Orient. Donc, qu'en pense votre invité? Marc Fromager. Merci pour vos questions. La première sur le pape. Alors le pape, c'est effectivement le patron des catholiques. En Orient, vous n'avez pas que des catholiques. D'ailleurs, dans certains pays, vous avez beaucoup plus d'orthodoxes que de catholiques. C'est le cas de la Syrie, par exemple, ou de l'Égypte, où les catholiques sont vraiment tout à fait minoritaires. Donc le pape n'est pas le patron de tous les chrétiens d'Orient. Premier point. Lorsque vous dites qu'effectivement il a fait des déplacements dans la région, puis il y avait aussi le déplacement à Lampedusa en pleine crise de l'État islamique, où de fait il est revenu avec quelques musulmans dans son avion et pas de chrétiens, donc ça peut effectivement paraître au premier abord un peu choquant. Ce qu'il faut voir, c'est que le simple fait qu'il se déplace, le simple fait qu'il en parle régulièrement, maintient le sujet tout de même au cœur de l'actualité, et en termes diplomatiques, parce que le Vatican est également une diplomatie en fait, malgré tout, une nation sur le long, une nation sur le long terme en fait. Ce qu'il faut voir, c'est le bien des communautés chrétiennes dans ces pays. Ce genre de geste un peu symbolique n'est pas au détriment des chrétiens, mais vient essayer d'apaiser la tension éventuelle qui pourrait y avoir contre les chrétiens d'Orient, et donc en soi ce n'est pas choquant, d'autant plus que, encore une fois, le pape, que ce soit le pape François ou avant lui les papes précédents, ont toujours eu à cœur, ont d'abord une très fine connaissance de ce qui se passe sur le terrain. En fait, l'église, elle est dans tous les pays du monde, elle est y compris au fin fond de la campagne ou de la brousse. Alors ce n'est pas une officine de renseignement, mais de fait, elle sait très bien ce qui se passe, et elle a le temps long, elle a 2000 ans derrière elle d'expérience. Lorsqu'elle pose ce genre de gestes symboliques, ils sont en général étudiés, et l'idée est, encore une fois, même si ça peut paraître paradoxal, de veiller à la protection des communautés chrétiennes dans ces pays-là. Le deuxième point, Van der Leyen et donc la politique de l'Union européenne sur le conflit azéri-arménien. Donc là, on est quand même sur un autre sujet. Oui, on peut trouver que c'est désolant. Maintenant, l'Azerbaïdjan, c'est du gaz dont on a besoin, d'autant plus qu'on s'est volontairement privé, enfin officiellement en tout cas, du gaz russe. Donc on essaie d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Sans doute que l'Union européenne pourrait élever un peu plus la voix contre ce qui s'est passé en Arménie l'année dernière, donc l'évacuation du Haut-Karabakh qui est la racine historique de l'Arménie, où vous avez eu des massacres, pas forcément beaucoup, mais en tout cas un exode forcé de la population de 120 000 Arméniens, et pas beaucoup de soutien pour le coup pour l'Arménie, même si la France
sans doute parce qu'on a une communauté arménienne assez importante chez nous, essaye de temps en temps de tout de même faire quelque chose pour l'Arménie et en parler, ce qui a d'ailleurs le don d'agacer l'Azerbaïdjan, que l'on retrouve ensuite en Nouvelle-Calédonie ou sur d'autres théâtres. En fait, chacun évidemment essaie de se défendre à sa porte. Mais il y a une chose quand même, Marc Fromager, vous avez vous-même évoqué. Alors évidemment, on va pas parler de la position de l'Église. Enfin, on va pas parler. Quand on évoque effectivement, et vous l'avez évoqué au début, les chiffres quand même tout à fait plus que troublants, enfin de la baisse de population chrétienne un peu partout en Orient en tout cas. Est-ce que l'Église, c'est une question évidemment, on n'est pas à leur place et vous avez raison de parler de diplomatie, mais est-ce que peut-être que quelquefois l'Église n'aurait pas pu se manifester un peu plus, non pas avec ses gardes suisses et non pas dans le rapport de force, mais c'est intéressant de voir que pendant des siècles et depuis les croisades et autres, on s'est battu effectivement au nom de la religion. Et c'est peut-être bien d'ailleurs qu'on ne se bat plus, selon l'art, en tout cas une partie. Mais justement, nous, certains se battent au nom de la religion et d'autres ne se battent plus du tout. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un équilibre à garder? Est-ce qu'il n'est pas, je le concède, c'est plus facile d'en parler que de le faire. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu, non pas abandon, mais un peu... je dirais un certain laxisme de ce côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous l'avez dit, les gardes suisses qui sont pourtant de bons soldats à la base, suisses pour le coup, comme le nom l'indique. Il y en a pas beaucoup non plus, donc c'est pas eux qui vont d'un seul coup rétablir l'ordre et la paix au Proche-Orient. Donc en fait, on revient toujours à la question de la puissance. Vous pouvez avoir une puissance informationnelle ou symbolique ou un impact religieux, c'est très bien, mais le Vatican n'a pas d'armée. D'ailleurs, c'était la question de Staline. Le Vatican, combien de divisions? Donc après, vous pouvez toujours parler. Pour les croyants, vous pouvez prier, et on pense que ça a un impact, si on est croyant. Mais ensuite, de là à exiger la réciprocité ou la défense de communautés chrétiennes, etc. Si vous n'avez pas le bras armé et la force tout de même à imposer quelque chose, eh bien ça ne sert pas à grand chose et ça peut même être contre-productif. Et c'est là où on rentre effectivement dans tout le sujet de la diplomatie. Et c'est par exemple tout le questionnement de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui savait très bien que s'il avait davantage parlé de la question juive vis-à-vis de l'Allemagne nazie, ça aurait sans doute été pire. Et ça c'est expérimental. Par exemple, l'épiscopat néerlandais avait élevé la voix et le résultat ça a été des persécutions encore plus fortes. Vous voyez. Donc là aujourd'hui, vivre la situation pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, si le pape élevait la voix en disant mais ça va pas du tout cette histoire, quel serait l'impact réel, sachant que vous avez évoqué les croisades, le monde musulman dans son ensemble reste façonné par cette imagerie, alors les croisades ont existé pour de vrai, mais ce qu'ils en retiennent, c'est que ça a été un viol collectif de l'Occident contre le monde musulman qui ne demandait rien. Or, la réalité était quand même un peu différente. Si nous sommes intervenus, c'est bien qu'il y avait des problèmes. Alors après, est-ce qu'il fallait intervenir comme ça? Autre époque, autre mœurs. En tout cas, non, c'est vrai, autre époque. En tout cas, lisez le livre de Marc Fromager, Ukraine, Gaza et autres tracas. Et on a compris, le tracas, c'est pas au sens léger du terme. Les chrétiens d'Orient dans le nouveau grand jeu aux éditions Salvator. Et c'est vraiment une question qui est ouverte. Elle est ouverte comme une question, je dirais une plaie ouverte. C'est vrai que ça va être quelque chose pour certains de dur, mais gardons l'espoir, toujours gardons l'espoir évidemment que on arrive quand même à une certaine paix dans cet univers. Comme disait quelqu'un, cette terre promise est si difficilement tenue. Merci Marc Fromager d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. Vous revenez demain, comme tous les jours, de midi à 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.